Française de dermatologie. Alors est-ce qu'aujourd'hui, avec notre rythme de vie, là où nous habitons, nous maltraitons notre peau plus qu'avant? Tout à fait. Aujourd'hui, on maltraite de plus en plus notre peau. D'une part, sous l'effet du soleil, c'est tous les bains de soleil, c'est la pollution qui est de plus en plus importante, et c'est aussi des soins de maquillage qui sont répétés de plus en plus. On pense que le maquillage protège la peau, en fait ça l'abîme. Ça l'abîme à un certain moment, oui. Il faut faire attention. Le nombre de cancers augmente quand même. Absolument, le nombre de cancers cutanés est en nette augmentation. Alors tout de suite, pour bien comprendre la suite de l'émission, un petit rappel sur la peau, avec quelques chiffres d'abord. Sa surface se situe chez l'homme à environ, disons, 2 mètres carrés. Son épaisseur, c'est entre 1,4 et 4 mm, avec 3 couches principales. Tout en haut, l'épiderme, c'est la structure protectrice du corps, et puis en dessous, le derme. Et là, on va trouver beaucoup de choses. D'abord, beaucoup de vaisseaux sanguins, et puis des follicules pileux, les voici, et puis des glandes sébacées qui produisent le sébum, qui participent au film gras qui protège la peau, et puis enfin des glandes sudoripares, les voici les glandes sudoripares qui produisent la sueur. Enfin en dessous il y a l'hypoderme avec les cellules adipeuses, autrement dit la graisse pour simplifier, des veines et des artères. Alors on le voit, Brigitte Dreynaud, c'est une machine formidable cette peau, on ne s'en rend pas compte mais elle travaille sans arrêt. Elle travaille sans arrêt, elle reçoit des informations, elle les traite, c'est une sorte d'ordinateur qui est chargé de percevoir les messages, les transformer et permettre à notre organisme de se défendre. Et parfois il y a des bugs. Et parfois il y a des bugs, effectivement, et ça donne les maladies de peau. On va prendre tout de suite la direction de la campagne, de la nature. Cet été, nous allons faire de belles balades à nos risques et périls, avec tous ces insectes invisibles prêts à passer à l'attaque. La chasse aux petites bêtes est ouverte. Suivons Laurence Beauvillard. Ça gratouille ou ça chatouille? Ça pique ou ça gratte? À tous les âges, notre peau est attaquée par des virus, des bactéries ou des insectes. Le docteur Vabre a une collection impressionnante de ces bestioles pas très sympathiques. C'est aussi un homme de terrain, sachant prendre des risques face à des insectes piqueurs. Alors ici on est dans un sous-bois, on est au printemps et c'est l'environnement de la tique. Et c'est la période à laquelle elle va s'attaquer à son hôte, va se laisser tomber sur le promeneur, va se planter dans la peau. Elle peut d'ailleurs être responsable de la transmission de maladies infectieuses. Plus tard au cours de l'année, dans d'autres environnements, dans les herbes sèches par exemple, on va rencontrer les aoutas, qui sont ces sortes de petites araignées rouges microscopiques qui vont remonter le long des jambes et occasionner des piqûres désagréables. On a par ailleurs des réactions à la salive des morsures de moustiques par exemple, ou des puces. Et là également, en fonction de telle ou telle personne, on va avoir des réactions d'hypersensibilité aux moustiques, aux puces, aux aoutas, etc. Les insectes sont sensibles à l'odeur de notre peau. Les hommes les attirent plus que les femmes. Les femmes enceintes sont plus piquées que les autres femmes. Ils préfèrent les adultes aux enfants. Si vous êtes bruyant, habillé de sombre, les moustiques vous aimeront encore plus. Les couleurs vives attireront les butineuses. Notre tique du sous-bois tombe indifféremment sur le ou la promeneuse. Il faut savoir la retirer rapidement et sa faiblesse, c'est sa tête, appelée le rostre. Pour éviter de casser le rostre, on prend une pince très fine et on prend la tique à la base du corps et on fait un mouvement de dévissement, comme avec un tournevis par exemple ou un tire-bouchon, pour retirer la bestiole. Ça c'est la borréliose, donc la maladie de Lyme dans sa phase primaire. C'est ce qui peut survenir quelques jours après une morsure de tique et on voit ce cercle, ce halo qui va s'élargir progressivement. Autre cas, voici un vidéomicroscope. Cet appareil sert aujourd'hui à observer un grain de beauté pour vérifier son intégrité. Ce vidéomicroscope sert également à visualiser un parasite qui démange, la gale. La gale, en voici une. C'est un acarien qui chemine sous la peau. Au bout du sillon, on distingue sa tête. C'est ce triangle foncé. Derrière, on devine son corps globuleux. Cette gale est très contagieuse. C'est une maladie qui est transmise par contact direct de personne à personne. Ça peut être par exemple au cours d'une relation sexuelle, mais pas obligatoirement. Ça peut être simplement quand on a été au contact avec des draps contaminés par le sarcopte. Et ça peut être entre membres d'une même famille. Et c'est pour ça qu'on a parfois des épidémies familiales. Et que quand on traite un cas de gale, il faut traiter tous les membres de la même famille en même temps. Alors le traitement de la gale pendant longtemps ça a été uniquement un traitement local avec un badigeon sur l'ensemble du corps, mais depuis quelques années on a à notre disposition un traitement par voie générale sous forme de comprimés antiparasitaires qui est tout aussi efficace. Gratter à ce moment de l'émission, c'est normal, c'est nerveux, on est tous là. On vit un peu dangereusement avec tous ces insectes, Brigitte Dreynaud. Est-ce qu'on peut les éviter? Par exemple, est-ce qu'on peut déjà les repousser?
On a aujourd'hui effectivement des répulsifs qu'on applique sur la peau et qui nous permettent d'éviter notamment les moustiques. Les moustiques, ça marche, ça. Hein. Les moustiques, ça marche tout à fait. Et les guêpes, est-ce qu'ils protègent des guêpes? On a certains produits qui protègent des guêpes, mais je dirais que c'est plus l'environnement naturel, tout simplement, tous les produits à base de citronnelle notamment, qui vont permettre d'éliminer, de repousser ces guêpes. Les géraniums, vous m'avez appris, hein. Il faut planter des géraniums dans son jardin. Voilà, vous aurez moins de guêpes, moins de moustiques. Alors les produits calmants, après une fois qu'on les a repoussés, mais s'ils vous piquent quand même, qu'est-ce qu'on fait? Alors la première chose, c'est de dire que la piqûre de l'insecte peut être infectée. Et donc il faut d'abord commencer par désinfecter. Avec quoi? Avec de l'alcool ou un produit. Il y a aujourd'hui des antiseptiques sans alcool. Et puis ensuite, eh bien, on peut très bien utiliser un corticoïde local ou on peut utiliser un antihistaminique. On fait toujours attention simplement de penser que ces produits peuvent être allergisants. Okay, pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui ont, pour qui c'est rien, ça passe tout de suite, et puis d'autres ça devient horrible, un énorme bouton? Alors, les tinégos? Ça s'explique parce qu'en fait, la substance qu'on libère, qui s'appelle l'histamine, qui est la substance de notre peau qui est responsable de nos démangeaisons, eh bien, elle est produite en plus ou moins grande quantité suivant les individus. Donc plus vous allez en produire en réaction, plus vous allez faire une réaction locale importante, de l'urticaire important. Il y a des gens à histamine et des gens à plus d'histamine ou moins d'histamine dans la peau. Exactement. Et si on se gratte, si on a envie de se gratter, on sait qu'il ne faut pas le faire, mais on a du mal à résister, qu'est-ce qu'on risque si on se gratte? Eh bien, vous allez libérer davantage d'histamine, vos cellules vont être sous l'effet du grattage, vont libérer davantage d'histamine, et donc vous allez vous démanger davantage. Donc on entretient. Exactement, c'est un cercle vicieux. Il y a d'autres risques, on en a parlé il y a quelques jours dans une rave party au mois de mai. Là, c'était pas des fourmis, des guêpes, c'était des chenilles urticantes. Hein. On va le voir, une rave party, c'est des milliers de jeunes qui sont réunis pour danser. Et mauvaise nouvelle, ils ont rencontré des chenilles, des millions de chenilles qui sont venus déranger cette fête. Et certains se sont retrouvés comme ce jeune homme avec des piqûres pas très agréables sur le ventre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter? Alors, pour les éviter, je crois que c'est tout simplement lorsqu'on est en forêt ou lorsqu'on se promène dans les zones où il y a ce type de chenilles, c'est de porter des vêtements, bien sûr, d'éviter d'avoir des bottes, des chaussures montantes. Sinon, quand vous les avez, eh bien, une fois que vous avez ces piqûres, les petites tentacules vous font produire là encore de l'histamine, et à ce moment-là, vous vous retrouvez devant de l'urticaire. C'est un peu comme les méduses, si j'ai bien compris. On change un peu de domaine, mais les méduses, c'est pareil, c'est quoi? Ces petites tentacules qui se mettent dans la peau? Exactement, ce sont des petites tentacules qui se plantent dans votre peau et qui vont libérer une substance toxique, et vous allez réagir en produisant cette fameuse histamine, et vous allez avoir donc ces réactions qui démangent beaucoup. Même si la méduse est morte, hein? Même si la méduse est morte, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait, la méduse? Il y en a cet été sur nos plages. Alors, on ne frotte pas déjà? Vous ne frottez pas, voilà, surtout vous ne frottez pas. Oui. Éventuellement, vous pouvez mettre du sable tout simplement pour essayer d'éliminer ces petites tentacules qui sont mises dans votre peau. Ou si vous avez par hasard du sérum physiologique, mais c'est déjà un peu plus compliqué. Dans le sac de plage, on n'a pas toujours ça, mais vous l'appliquez et à ce moment-là, eh bien, ça va faire éclater vos tentacules et vont s'éliminer. Moi, toujours avec mon petit remède de grand-mère, on me disait moi qu'il fallait faire pipi sur la peau quand on s'était fait piquer par une méduse. Alors tout le monde rigole quand je dis ça. Oui, surtout vous, je crois, non? Oui, exactement, je découvre. Bon, non, c'est pas une très bonne idée. Mais pourquoi pas, oui. J'ai jamais essayé, ceci dit. Écoutez, cet été, peut-être, faites une expérience, vous le direz à la rentrée. Venons-en à l'acné. On a presque tous été victimes à l'adolescence, pile poil au moment des premiers émois amoureux d'ailleurs. En général, les crèmes, lotions et antibiotiques suffisent, mais quand l'acné résiste, il faut sortir l'artillerie lourde. Écoutez le témoignage de Fabien, recueilli par Cécile Moirin. Quand on voit Fabien aujourd'hui, il est difficile de croire qu'il lutte depuis 3 ans contre une acné particulièrement sévère. À 17 ans, il a repris confiance en lui, mais il garde encore le souvenir de ces énormes boutons qui le faisaient souffrir autant physiquement que psychologiquement. J'avais des gros kystes dans le dos, ce qui fait quand je m'allongeais, ça me faisait assez mal, quoi. Donc ça m'empêchait de dormir. Je me faisais bien par dormir, mais bon, c'était assez douloureux. Son frère et sa sœur ont eu de l'acné, ont eu quelques boutons. Je ne me suis pas alarmée, ils ont juste soigné leurs boutons, avec des crèmes, enfin. Et bon, là, on voyait tout de suite que c'était une grosse acné, quoi. J'étais complexé par rapport à ça. Donc je me regardais dans la glace, je voyais que je jouais avec mes boutons, quoi. Bon, c'était un peu lointain maintenant. Par rapport à maintenant, ça a bien changé. Si Fabien va beaucoup mieux, c'est parce qu'il suit depuis 1 an et demi un traitement assez lourd, le fameux Roaccutane. J'espère qu'après, j'en aurais plus besoin, mais ça, en même temps, j'ai un peu un doute, quoi. Je sais que ça vient de moi, mais je sais que l'acné, ça revient à chaque fois, quoi. Donc, le temps le dira.
Il a peu de soucis à se faire. 70% des acnés soignés par Roaccutane guérissent définitivement. Brigitte Dreno-Fabien a une phrase incroyable, forte. Mes boutons sont dans la tête, même si je ne les ai plus sur la peau. Ça, c'est typique de l'acné. L'acné, c'est vraiment la maladie de la peau qui retentit le plus sur le patient, sur le plan psychologique, sur le plan de sa qualité de vie. Tout simplement parce que c'est sur le visage, donc c'est dans notre relationnel, et parce que c'est le plus souvent à l'adolescence, un moment où on cherche son image de soi. C'est déjà difficile. Exactement. Il paraît, enfin, on a l'impression que les garçons sont plus touchés que les filles, c'est vrai? Non, les garçons ne sont pas plus touchés que les filles, c'est à peu près identique, simplement la sévérité de l'acné est souvent plus importante chez le garçon, notamment au niveau du dos. Ah bon, les filles ont moins de boutons dans le dos. Oui, en général moins. Mais le visage, malheureusement, c'est pareil. Hein. Et oui, c'est pareil. Les filles ou les garçons, d'ailleurs, utilisent beaucoup de gel pour mettre dans les cheveux, pour se faire des coiffures qui vont un peu dans tous les sens. Est-ce qu'ils peuvent continuer à le faire sans risque? En pétard, c'est ça. En pétard. Voilà. Alors, quand on a de l'acné, il faut quand même faire attention, parce que souvent, le gel coule en bordure du front. Il est irritant, parce que c'est souvent un gel alcoolique, et l'irritation crée de nouvelles lésions d'acné. Donc je leur dis de faire très attention à ça. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que l'acné finit quand même, en général, par disparaître au bout d'un moment. Tout à fait, c'est d'ailleurs ce qu'on dit aux patients au départ. Même si chez certains il y a des cicatrices, on a eu une question justement par internet de David qui habite à Amiens. Alors aujourd'hui il a 25 ans, quand il a eu 16-17 ans il a eu de l'acné. Aujourd'hui il dit j'ai des petits trous partout sur les joues. On m'a parlé de laser CO2 pour soigner les cicatrices. Est-ce que je peux y aller sans souci? Est-ce que c'est une méthode qui fonctionne? Alors effectivement, les cicatrices sont un gros problème. C'est en général, exactement, de la profondeur notamment. Mais il y a des solutions pour tout le monde ou pas? Pas toujours. Mais il n'y a pas de miracle, je veux dire. Non, il n'y a pas de miracle aujourd'hui. On essaye de faire au mieux, on peut améliorer les choses, on ne peut pas dire qu'on va automatiquement supprimer toutes les traces. Suppression des traces, tout à fait. Alors que faire cet été si on a de l'acné? Eh bien, on a tendance à se dire que le soleil, bien, ça a des effets bénéfiques, la peau sèche, les boutons disparaissent. Seulement voilà, la joie est parfois de courte durée car en septembre, les poussées reviennent plus virulentes. Explication avec quelques images. Sous l'action du soleil, eh bien, la peau va brunir, mais en plus la peau s'épaissit, ça c'est pour tout le monde. Et en dessous, les glandes sébacées, elles continuent à produire du sébum. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'accumule. Et lorsque vous perdez le bronzage à la rentrée, la peau se désépaissit. Et le bouton, si j'ose dire, explose à la surface de la peau. C'est pas très élégant, mais c'est vrai, on a plus de boutons à la rentrée. Hein. Ah oui, oui, on sait très bien qu'on voit beaucoup plus nos patients acnéiques au moment de septembre-octobre, c'est sûr. Ça veut dire que pendant l'été, il ne faut pas aller au soleil quand on a de l'acné? Ça veut dire qu'il faut y aller avec certaines précautions, avoir une crème solaire, ça veut dire qu'il faut bien hydrater sa peau et penser à mettre ses traitements actifs le soir. Et puis en parler à son médecin, hein, c'est-à-dire vaut mieux en parler avant que... Exactement, voir avec son médecin en fonction du type d'activité d'été comment on va le gérer. Alors je suis sûr que vous pensez tous que l'acné ne concerne principalement les ados. Eh bien c'est faux, écoutons Françoise. J'ai commencé à avoir de l'acné à l'adolescence, donc j'en avais un petit peu, et puis les années ont passé, je me suis dit que je n'allais plus en avoir, et j'ai 50 ans maintenant, et j'ai encore de l'acné, et je suis sous traitement. Quand je regarde l'album photo, je me dis, oh là là, c'est pas possible que j'étais comme ça. J'ai eu un bouton il y a à peu près 6 mois, donc j'ai là sur le... C'est surtout les boutons que j'ai eus, c'était sur les joues, le menton aussi, là. C'est difficile, la relaxation, enfin. Et il y a un lien prouvé entre la tête, je veux dire, et la peau? Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait depuis très peu de temps aujourd'hui, on a montré que dans la peau, vos cellules avaient des récepteurs à des substances qu'on appelle les endorphines que vous sécrétez au niveau du cerveau quand vous êtes stressé. Donc quand vous êtes lorsque vous êtes stressé, vous sécrétez ces substances viennent se fixer sur les récepteurs des cellules de la peau dont les glandes sébacées et ça favorise votre acné. Bien, alors on va essayer d'abord de rester calme et ensuite de parler hygiène de la peau. Alors on va commencer par l'acné, ensuite on verra pour chacun de nous. Pour l'acné, je crois qu'il y a des produits, beaucoup, aussi bien dans les grandes surfaces qu'en pharmacie ou en parapharmacie. Par exemple ici on a des savons, il faut bien se nettoyer la peau, mais pas avec n'importe quel savon. Ils sont liquides ou solides, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors ce que l'on conseille à nos patients, c'est d'utiliser ce que nous on appelle d'un grand mot un Syndex, qui est tout simplement un gel nettoyant, qui peut être sous forme solide, c'est les pains dermatologiques, sous forme liquide, comme les gels nettoyants. Et ces Syndex ont l'avantage en fait de respecter le pH de la peau. Donc de ne pas être l'équilibre acide. Voilà, tout à fait. Toujours ce même principe dans l'acné. Si vous irritez la peau, vous allez induire de nouvelles lésions d'acné. Alors derrière, il y a ici, ce sont des produits pour après?
Des crèmes de jour. Des crèmes de jour, voilà. jour, Vous êtes plus, excusez-moi, vous êtes plus spécialisé. Anticomédogène, ça veut dire quoi? Ça empêche les comédons de se former? Ça empêche la formation des comédons. Et ça, c'est très important. Lorsque l'on a de l'acné, il est important, lorsqu'on met la crème hydratante, la crème de jour du matin, de vérifier qu'il est bien noté qu'elle est anticomédogène. Ah, ça c'est marqué dessus en tout petit, on a cherché. Hein. Oui, Il faut une loupe. Hein. Et pour les peaux qui... Par exemple, ou d'autres, est-ce qu'il vaut mieux privilégier ça ou bien tous les savons qu'on nous vend en marketing avec plein d'étiquettes, avec plein de trucs, on nous dit il y a des médicaments dedans, etc. Qu'est-ce que vous conseillez à vos patients? Moi, j'en conseille le savon naturel. Il faut faire attention dès que vous allez avoir beaucoup de produits dedans, parce qu'à partir de ce moment-là, vous risquez d'avoir un produit irritant et d'abîmer votre peau. Oui, on prend plus de risques qu'on aura de bénéfices. Exactement. Mais on va les acheter à la pharmacie ou en grande surface, ces produits pour se nettoyer la peau? Alors, vous pouvez les acheter en grande surface à partir du moment où c'est un produit naturel. À partir du moment où vous souhaitez avoir un conseil derrière, vous allez en parapharmacie ou en pharmacie. Et le gel douche, on voit aussi des savons qui font à la fois shampoing et savon pour le corps. Ça, c'est relativement risqué pour la peau, tout simplement parce qu'ils contiennent beaucoup de tensioactifs, parce que les tensioactifs, ce sont des produits qui vont essayer un petit peu de ressortir de votre peau tout ce qui est les molécules qui sont abîmées, tout ce qui est un peu les saletés de votre peau. Mais ils sont à partir de ce moment-là beaucoup irritants pour votre peau. Donc ça, il faut mieux éviter de le faire. On ne soigne pas sa peau de la même manière qu'on ne se nettoie les cheveux. Hein. Exactement. Vaut mieux. Alors si les acnéiques doivent fuir le soleil, on l'a vu, ou en tout cas s'en préserver un petit peu, d'autres le rechercheront cet été. Ce sont les 3 millions de Français atteints de psoriasis, une maladie qui n'est pas contagieuse, mais avec laquelle il n'est pas toujours facile de vivre. Alors qu'est-ce que le psoriasis? Nouvelle petite explication. Que se passe-t-il? Eh bien, suite à un dérèglement des défenses immunitaires de notre épiderme, eh bien, notre peau se sent comme si elle était agressée. Alors, que se passe-t-il? Des globules blancs arrivent à la rescousse comme s'il fallait cicatriser une plaie qui n'existe pas. Cela provoque une inflammation, ce que vous voyez en rouge, et une multiplication anormale de cellules inutiles qui forment cette croûte donc rouge. Celle-ci va devenir tout simplement blanche au fur et à mesure que les cellules vont mourir. Hein. Alors le problème, c'est que le psoriasis peut être très localisé au coude, aux mains, et dans ce cas-là, c'est moins grave. Hein. Ça reste limité, donc on peut à ce moment-là effectivement utiliser des traitements locaux, c'est-à-dire en fait des crèmes ou des pommades pour traiter le psoriasis. Il y a plusieurs crèmes. Qu'est-ce que c'est ces crèmes? Alors il y a des crèmes qui sont des dérivés de la vitamine D, des crèmes qui sont des dérivés de la vitamine A, il y a les corticoïdes. Ensuite, le choix se fait avec votre dermatologue qui discute avec vous pour voir quel est le traitement le plus adapté. Oui, enfin c'est pas si simple. Moi je l'ai déjà dit dans cette émission, j'ai eu du psoriasis, il a d'ailleurs complètement disparu. Ça arrive qu'il disparaisse complètement brutalement? Ça arrive qu'il disparaisse. Hein, oui. Bon, mais sinon j'ai tout essayé avant et rien n'y faisait. Comment ça se fait? Je l'appliquais mal ou je m'en sortais mal? Non, c'est tout simplement que le psoriasis est une maladie chronique. Et donc, tant que vos cellules sont stimulées, tant que votre système immunitaire est stimulé, eh bien, vous allez avoir tendance à avoir du psoriasis jusqu'au moment où, effectivement, ça va se calmer. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas se gratter, mais c'est ce que c'est très très bien. La personne qui est avec vous, Sophie. Oui, je suis avec Dalila, une jeune femme qui est vice-présidente de l'association pour la lutte contre le... Quand on comprend, qu'on accepte, et bien finalement, on a moins de plaques aussi, on le vit mieux. Absolument, je crois qu'il y a deux messages importants. C'est l'acceptation de sa maladie, ça c'est fondamental pour la réponse au traitement. Et je crois que vous l'avez très bien dit, ça on le voit très régulièrement avec nos patients, la difficulté de faire accepter aussi sa maladie aux autres. On est souvent vécu comme étant quelqu'un de contagieux, je pense notamment au psoriasis des mains. Et donc, je crois que c'est deux éléments très importants dans la vie du psoriasique. Voilà, et puis il faut bien le dire, il y a des cas difficiles et des cas encore plus difficiles. En fait, il y a toute l'échelle. Or voici enfin des solutions avec l'arrivée de nouveaux médicaments. Une bonne nouvelle à l'approche de l'été où il n'est pas toujours facile de se mettre en maillot de bain à chaque type de psoriasis. Aujourd'hui, son traitement nous explique Géraldine Zamanski. Quoi? Ça veut dire que le filtre chimique disparaît de votre peau dans les 2 à 3 heures. Donc il faut le renouveler. Et pour les enfants? Alors pour les enfants, c'est exactement. Ils se baignent tout le temps. Hein. Alors, on leur met un t-shirt, mais simplement pensez à une chose, quand votre t-shirt est mouillé, il laisse davantage passer d'UV, donc attention. Oui, et puis il y a quelque chose qui m'énerve, c'est quand on voit les parents qui sont abrités, etc., ils laissent leur petit gamin de 2 ans partir au soleil sans rien, alors que c'est à cet âge-là qu'on prend le plus de risques, non? Exactement, c'est les coups de soleil de l'enfance qui font les cancers, en particulier les mélanomes de demain. Le conseil quand même, c'est de ne pas aller au soleil entre midi et 16h, et quand on y va, de mettre de la crème. Non seulement mettre de la crème entre midi et 16h, mais sincèrement, la meilleure protection, c'est le vêtement. Oui, mais enfin, bref, de ne pas y aller à cette heure-là, quoi. De ne pas s'installer 8 heures de suite. Faire la sieste. Voilà, l'écran total n'existe pas, on peut dire ça aussi. Non, hein. L'écran total n'existe pas. Et quand on pense soleil, vacances, on pense à la plage, mais on prend le soleil dans beaucoup d'autres circonstances et on ne pense pas forcément à se mettre de la crème. Alors ça, c'est une excellente question, car souvent je pose la question à mes patients, ils me disent pas de problème, je mets la crème
quand je suis sur la plage et je leur dis quand vous êtes dans votre jardin, quand vous êtes en train de faire votre pelouse, ils me répondent ah ben non, là je ne suis pas au soleil. Si, on est exactement pareil au soleil, ça c'est sûr. Le dos nu dans son jardin, on est au soleil. Donc on met soit un vêtement, soit une crème solaire. Et les crèmes hydratantes après le soleil, c'est bien? Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a un phénomène d'assèchement qui se produit de toute façon de la peau, donc hydrater sa peau après le soleil, c'est une très bonne mesure. Comme tout au long de la vie en fait. Hein. Exactement. Ouais. On l'aura compris, en tout cas, se protéger du soleil, c'est la meilleure façon d'éviter d'avoir un cancer de la peau. L'incidence des mélanomes double tous les 8 ans, 1000 morts par an, 8000 nouveaux cas chaque année. Voilà pour les cancers les plus graves. Il existe une autre forme qui touche surtout les personnes âgées, ce sont les carcinomes. Un reportage signé Valérie Garot. Couleur de forme, on va commencer par le cancer basocellulaire dont on parlait dans le reportage. Alors avec une photo d'un nez et d'un vilain petit bouton. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce bouton? Voilà, alors vous avez juste au centre une petite élevure, un petit gonflement qui s'est formé petit à petit avec une croûte. Simplement la personne l'a gratté, ça induit ce petite croûte noire que vous voyez. Et c'est typiquement le basocellulaire. Donc là, il faut aller chez le médecin quand on a... Voilà, dès que l'on a cette petite élevure qui a tendance à saigner, former une croûte, il faut aller chez le médecin. Enfin, c'est un cancer, mais pourtant on n'en meurt pas parce que globalement il ne métastase pas, c'est ça hein? Il ne métastase pas, tout à fait, mais néanmoins il faut l'enlever parce que sinon il va s'étendre et ça sera difficile à enlever sur le nez. On va voir une deuxième photo qui correspond cette fois-ci un cancer spinocellulaire, pardon. Voilà, donc là c'est une autre forme de croûte, si on peut dire. Voilà, c'est une autre forme de croûte, le spinocellulaire qu'on appelle maintenant le carcinome épidermoïde. Ce sont en fait des croûtes qu'on a au départ très souvent sur le dos des mains, les avant-bras, on les enlève, elles reviennent, petit à petit elles vont saigner, et puis un beau jour elles vont s'épaissir, comme on le voit là, et ça y est, c'est le carcinome épidermoïde qui s'est développé. Avec des professions plus à risque que d'autres? Les professions exposées au soleil, je pense notamment aux agriculteurs, je pense aux marins. L'exposition chronique au soleil favorise ce type de cancer. Avec l'âge, c'est plus que la personne âgée? Tout à fait, ce sont plus les personnes âgées au-delà de 60 ans chez lesquelles on voit ce type de cancer. Et là c'est plus dangereux parce que ça métastase? Exactement, ça peut donner notamment des métastases ganglionnaires. Bien, mais c'est moins grave quand même que le suivant qui est le mélanome. Qui est le plus redoutable. Alors le mélanome justement, on va commencer par regarder d'abord un grain de beauté qui nous paraît, Laurent et moi, tout à fait normal. Mais bon, on n'est pas médecin. Comme et alors vous, en revanche, là vous êtes inquiète quand vous voyez ça? Voilà, moi je l'aime pas ce grain de beauté, parce que quand on regarde les bords, ils sont irréguliers. Oui. Et quand on regarde sa couleur, vous voyez qu'il y a plusieurs types de bruns. Et en plus, il est d'une certaine taille, il mesure certainement plus de 5 mm. Et pourvu que la personne vous signale que ces modifications de couleur, de forme sont récentes, alors c'est le signe, c'est vraiment le feu rouge qui s'allume et il faut enlever ce type de grain de beauté. Et puis on a l'impression qu'il pousse un peu dans plusieurs sens. Exactement, comme des pseudopodes. Pseudopodes, c'est-à-dire des pieds? Je parle souvent d'une tache d'encre qui s'étale sur un buvard. C'est comme ça que je parle à mes malades. Et donc là c'est urgent là. Voilà, là il faut aller voir un médecin et qui vous l'enlèvera. Et sinon on a la photo suivante. Et bien sûr, on arrive au stade d'après, et qui va être là la formation d'une tache noire, enfin d'un bouton noir sur le grain de beauté. Et voilà, le mélanome est arrivé. Vous aviez au départ simplement la tache marron, ça aurait été facile de l'enlever. Et là, bien, le mélanome s'est développé sur ce grain de beauté. Et le mélanome se développe forcément sur un grain de beauté? Non, ça ne représente que 20% en fait des mélanomes. 20% des mélanomes se développent sur un grain de beauté, les autres surviennent spontanément en peau saine. On va voir l'image. C'est une tache noire qui apparaît sur la peau directement, c'est ça? Exactement, c'est une tache noire qui apparaît, qui se développe en général assez rapidement, souvent sur 2-4 mois seulement. Et puis voilà, vous avez ce mélanome. Donc toute grain de beauté qui apparaît notamment après 30 ans, petite tache brune, eh bien il faut penser à la montrer à son médecin. Ça peut être rien. Bon, très bien, mais ça peut être un mélanome. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Vous le retirez, bien sûr? Bien sûr qu'on le retire. Et le problème, quand on est au stade de mélanome, on fait quand même, on enlève la lésion en laissant tout autour une marge de 2 cm de rayon. Donc on fait des gros trous. Et on doit essayer de contrôler ensuite et d'observer les métastases, j'imagine? Exactement. Il y en a ou pas? Ça peut aller très vite. Voilà, et ça peut aller quelquefois très vite dans le mélanome, en particulier le mélanome du jeune. Et on sait aujourd'hui que c'est le cancer qui tue le plus chez l'homme jeune. Alors, justement, on a été très vite à montrer ces photos, on était à la télévision, mais justement, pour en savoir plus, vous trouverez dans Santé Magazine de ce mois, notre partenaire, un article complet, et là, vous aurez le temps à tête reposée de regarder toutes les photographies, non pas pour vous transformer en médecin, là encore, mais au moins pour peut-être vous donner au besoin l'envie ou le déclic d'aller consulter un dermatologue. Et puis un dernier mot peut-être sur le vaccin contre le mélanome, vous l'utilisez chez vous, alors c'est pas n'importe quel vaccin, il faut le préciser. Tout à fait, ce sont des vaccins qu'on utilise chez des patients qui sont atteints de mélanome.
mélanomes, qui pour l'instant sont encore à un stade assez avancé de la maladie, mais ce n'est pas un vaccin qu'on utilise en prévention de l'apparition du mélanome. C'est un vaccin médicament. C'est un vaccin médicament et qui est encore au stade de la recherche clinique aujourd'hui. Qui semble prometteur malgré tout? On espère, en tout cas, on base beaucoup d'espoir sur ce type de traitement. Alors la peau est une barrière de protection, elle régule aussi la chaleur du corps grâce à un mécanisme indispensable, la transpiration. Mais pour ceux qui transpirent trop, cela devient vraiment gênant. Heureusement, de nouveaux traitements permettent d'en venir à bout. Explication avec Valérie Garot. Quand on a chaud, voici la réponse immédiate du corps. La sueur. Un peu quand il fait un peu chaud. Et attention, si vous transpirez à grosses gouttes, c'est un signal d'alerte. Vous devez absolument vous mettre au frais. La sueur, c'est-à-dire beaucoup d'eau et un peu de sels minéraux, est fabriquée par les glandes sudorales. On en compte entre 3 et 5 millions. Elles sont réparties sur tout notre corps. Elles entrent en action sur ordre du cerveau quand la température du corps augmente. Car la transpiration permet de brûler des calories. Ouf, ça rafraîchit. Processus vital de protection, la transpiration devient parfois excessive, même exagérée. Environ 3% de la population souffre de ce handicap, l'hyperhidrose. On peut considérer ça comme un défaut, parce que le but principal n'étant pas une thermorégulation, n'étant pas de faire baisser la température, c'est la manière dont la personne va réagir, pour des raisons mystérieuses, le plus souvent à des situations de stress. L'hyperhidrose, le plus fréquemment, touche les aisselles ou les mains, plus rarement les pieds, et puis quelquefois d'autres régions. Il y a des gens qui transpirent du tronc, les régions génitales, enfin, c'est déjà plus marginal. Humide, à la moindre émotion, comme aujourd'hui. L'interview déclenche un stress, les mains de Clara sont trempées. Là, ce qui se passe, c'est que je sens énormément d'eau dans mes mains, que je ne peux absolument pas contrôler. Et même si là, je vais m'essuyer les mains, je sais très bien que ça va revenir. Et j'ai beau me mettre déodorant, crème, etc., ça passe pas. Je trouve ça très très désagréable de prendre mon bébé, d'avoir les mains moites. Et à certains moments, quand mon mari est là, je lui dis « prends-le ». J'ose pas le garder dans les bras. Qui dit transpiration excessive dit plus de mauvaises odeurs. La sueur en elle-même ne sent rien. C'est en fait sa dégradation au contact des microbes et bactéries qui se trouvent à la surface de la peau qui génère l'odeur. Première, pour lutter contre la transpiration, les déodorants. Ils s'attaquent aux bactéries, donc moins d'odeur. Deuxième possibilité, les antiperspirants qui réduisent, eux, la quantité de sueur sécrétée, donc moins d'odeur. Dans la majorité des cas, déodorants ou antiperspirants ne suffisent pas à maîtriser l'hyperhidrose. Il reste toutefois d'autres solutions. L'étape d'après, pour ce qui est des mains et des pieds, c'est l'ionophorèse, donc un traitement local où 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, on met ses mains dans un bac dans lequel passe un petit courant qui réduit la quantité de production de sueur. Au fil du temps, l'ionophorèse est de moins en moins efficace. Alors quand on a tout essayé, que faire? Depuis 2003, il existe un nouveau traitement pour les aisselles, des injections de toxine botulique, autrement dit le Botox. Cela consiste en une vingtaine d'injections sur chaque aisselle, à 0,3 mm de profondeur, donc très en surface. La toxine vient court-circuiter localement le message émis par le cerveau qui commande le fonctionnement des glandes sudorales. Résultat, plus de sueur. Ça marche dans 90 à 95% des cas. Ça serait efficace à peu près combien de temps sur la longueur? En moyenne 5 à 6 mois. Normale de vous et moi, si je peux me permettre. On utilise tous l'été des déodorants, tous contiennent de l'aluminium, ce que j'ignorais, et on voit ici et là des études ou des publications indiquant qu'il y a un risque accru de cancer du sein quand on utilise un déodorant. Ça fait quand même peur. Alors, il y a essentiellement une étude qui a soulevé le problème, qu'on a bien revu, qui a des problèmes de méthodologie. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on surveille, mais on ne peut pas conclure qu'il y a un risque formel. Donc on continue à acheter un déodorant et à le mettre tous les jours. Pour l'instant, il n'y a pas de raison scientifique suffisante pour l'interdire. Parce que c'est quand même l'aluminium qui est le principe actif, hein. Donc si on le retire, il n'y a plus de déodorant. Et voilà, il faut partir sur d'autres principes. Dites-moi, quel est le conseil pour passer un bon été, pour ne pas prendre trop de risques d'avoir un mélanome, mais pour quand même être un petit peu coloré, bronzé? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, vous pouvez faire comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire préparer éventuellement votre peau en utilisant du bêta-carotène. Mais ce que vous pouvez surtout, c'est emmener votre crème hydratante, emmener votre protection solaire, et vous n'oubliez pas votre t-shirt. Voilà, et puis garder une bonne hygiène de la peau tout au long de l'été. Exactement. C'est pas parce que c'est l'été qu'il faut s'oublier ou s'abandonner un peu. Non, hein. pas du tout, au contraire, elle est agressée la peau l'été. Et on comparera nos bronzages à la rentrée. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, professeur Brigitte Dresneau, d'avoir accepté ce jeu des questions et des réponses. Informations complémentaires, adresse sur notre site internet france2.fr. Merci de nous avoir été fidèles toute cette année. On se retrouve, Sophie et moi, avec toute l'équipe de Savoir Plus Santé début septembre. Et d'ici là, passez tous un très bon été, bien sûr en pleine santé. Voilà, et bonne fin d'après-midi à tous.